monde, j'espère que vous allez bien pour ce petit live de l'après-midi. J'avais envie de mettre un petit peu de musique, de vous remonter le moral après cette tragique défaite. Ah, il y a des gens qui viennent de l'apprendre, tragique défaite de l'équipe de France. Alors là, inutile de vous le dire, je suis littéralement dégoûté de ce France-Suisse qui partait vachement bien, avec une équipe de France des défenseurs qui respectaient les gestes sanitaires, qui respectaient les distanciations sociales avec les attaquants suisses. Ils ont été impeccables là-dessus, ils ont été en marche. Et là, au moment des pénaltys, Hugo Lloris est à distance, hein, qui peut arrêter le but et qui volontairement, j'en suis persuadé, ne l'arrête pas. Tout ça pour pourrir le retour de Benzema en équipe de France. Bien évidemment, encore une démonstration du racisme blanc, systémique, oppressif et patriarcal d'Hugo Lloris qu'il faut dès maintenant cancel, je vous le dis. C'est le retour cosmique. On a payé le Black Lives Matter de pas avoir mis le genou à terre. Parce que tu vois, ça aurait fait des génuflexions, ils seraient un peu musclés les cuisses et ils auraient arrêté les attaquants. Moi, je pense que c'est ça le problème. Donc du coup, bah écoutez, on va quand même essayer de se motiver pour ce petit live d'après. On n'est que 1859, mais on va quand même essayer de mettre tous l'ambiance ensemble et on va essayer vraiment de se motiver avec Laurent. Avec Laurent. Qui a dit Vauquier dans le chat? Non! Ah, vous voulez pas jouer Laurent Saint-Martin, bordel! Je sais pas pourquoi avec Miss Gougoute, là, ça passe, mais avec moi, ça passe moins. Hein. Il doit y avoir un truc, c'est le charisme, c'est sa formation animateur au Club Med. Non, pas Laurent Ruquier. Ah bah voilà, on sent tout de suite... Voilà, merci quand même d'avoir dit Saint-Martin, Francis Kunz. Ah, voilà, quand même. Qui a dit Houtan après Laurent Houtan? C'est minable, c'est vraiment minable. Oui, bah Laurent Blanc, forcément. Oberton, bon ok, j'aurais jamais dû lancer ce truc-là, parce que ça va se retourner contre ma gueule. Hein. Donc bah écoutez, j'espère en tout cas que je vous dérange pas. Pas mal de gens se plaindre au tout début du lancement parce que je faisais ce live pendant leur pause déjeuner. Et bah écoutez, je vais pas m'excuser. Je vais pas m'excuser de vous empêcher de vous livrer un ignoble acte raciste, un ignoble acte systémique de classe blanche. Je ne vais pas m'excuser de contribuer à couper votre pause déjeuner alors que vous étiez en train de stigmatiser des populations, puisque ça y est, l'étape a été franchie. Vous l'avez peut-être vu sur les internets, la dernière vidéo de Sciences Po Paris. Donc, comme dira l'autre, ils forment les élites. Hein. Enfin, ils forment des gens compétents. Ils forment. Donc, du coup, ils forment et ils nous ont expliqué pourquoi, eh bien, manger, si on est français, c'est raciste. On s'y attendait un petit peu. Je ne cache pas qu'on s'y attendait un petit peu. Parce que c'est vrai qu'au départ, on porte des godasses, on est raciste. On met du bleu, on est raciste. On boit du lait, on est raciste. On a un porte-clés, on est raciste. Donc, au bout d'un moment, on a bien compris qu'on dérangeait. Et qu'au final, bon, en fait, c'est respirer qui était le problème. En fait, il faudrait qu'on arrête aussi, parce que c'est peut-être raciste. Rassurez-vous, vous avez encore le droit de respirer. Vous avez juste, par contre, plus le droit de vous alimenter. Il ne faut plus que vous mangiez les blancs. S'il y a des blancs dans le chat, il ne faut plus manger parce que c'est systémique. Donc vous vous nourrissez du progrès, ah, la lumière du progrès. Voilà, vous vous nourrissez de lumière du progrès. Vous nourrissez exclusivement de chansons de la grosse dame là et de discours de Rokhaya Diallo. C'est uniquement de ça que vous avez le droit. Le reste, c'est un petit peu systémique. I'd like to tell you about the idea of food whiteness in French culture. By this I mean the use of food to reinforce whiteness as a dominant racial identity. The French meal is often presented as a national ritual to which every citizen can participate equally. Non, d'où en fait, d'où le repas est présenté en France comme un rituel dans lequel tout le monde peut participer de façon égalitaire, dans une dimension de part. Alors en fait, le repas, c'est pour manger. C'est un truc qui permet d'avoir des calories et après de pas faire ce genre de vidéos sur YouTube en vrai. Enfin, mais de faire plein de choses, genre avoir un emploi stable. Enfin voilà. Mais là, où, quand, comment, qui, a, eu. Mais on part de ce postulat. Admettons. But French foodways are shaped by white, middle, and upper class norms. Elle est en train de nous dire que les standards gastronomiques d'un pays ne sont pas définis par des gens très pauvres qui n'ont pas accès à beaucoup de matières premières.
Ah, mais partout en fait, hein, si tu veux. Le principe de la gastronomie, c'est que tu essaies d'investir, comme tout, un petit peu dedans pour que ça ressemble à quelque chose. Donc effectivement, ce qu'elle dit est complètement con. Mais bon, c'est pas grave, mais on va... j'ai déjà 2 neurones qui ont sauté. There's a similarity between halal food and the headscarf question. Both are considered incompatible with Frenchness and its racialized universalist ideology. Quoi? 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 Alors, attends, on va être clair. Je n'en peux plus de ces gens qui passent leur temps à donner des leçons de pas d'amalgamisme aux autres et qui se livrent à des généralités absolument sidérantes sans jamais prendre la peine de donner la moindre échelle de proportion. Que veut dire cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, de comparer le voile au halal, admettons, on va mettre le voile de côté. Quand elle nous dit « le halal est jugé incompatible avec la francité ». Par qui? Par quoi? Dans quelle proportion? C'est quand même dingue, ça! Putain, ils sont là en train de te dire, attention, hein, c'est un pygmée, plus un pygmée, plus un pygmée. Par contre, quand c'est pour taper sur les méchants blancs, c'est le seul contre-argument qu'ils ont après, c'est ouin-ouin, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a quoi? Il y a 25% d'électeurs du Rassemblement National en France? En admettant que la majorité de ces gens-là, ce qui est peut-être le cas, considèrent qu'on ne peut pas être français et manger halal, admettons que ce soit le cas, ça fait quoi? Allez, même s'il y a 20% des gens, ça fait une personne sur 5? Non, elle te dit, en France, la nourriture halal n'est pas considérée comme compatible avec la francité. Et le mec qui est à l'étranger, il fait, vous avez vu, en France, ils pensent ça. Hein. Mais vu qu'elle le propose, elle ne dit pas d'où ça vient. Elle ne dit pas si c'est l'État. Elle ne dit pas si c'est le système. Elle ne dit pas si c'est l'opinion majoritaire. Si c'est 20, 30, 50, 60%, la majorité des gens. Non, pas d'échelle de proportion. Ça veut dire quoi, ton truc? Ça ne veut rien dire. Et elle le sait, bien sûr, qu'elle va pas citer de chiffres, qu'elle va pas citer de proportions, qu'elle va pas citer la moindre tournure de phrase qui permette de désuniversaliser son truc, elle qui critique autant l'universalisme qu'elle juge racialisé. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que l'opinion largement majoritaire qui fait consensus, et donc opinion publique en France, c'est on peut pas être français et manger halal. Mais même au Rassemblement National, une grande partie des gens ne pensent pas ça. Tout simplement parce que les gens ont compris qu'on pouvait totalement manger halal et être français. Ils y vont dans des restaurants où les gens cuisinent halal et arrivent très très bien, même pas à reproduire, à s'intégrer dans la culture française, culinaire, gastronomique française. Parce qu'il faut vraiment avoir les papilles à Estebetch pour te dire, ah, là, ce bœuf bourguignon, il est halal. Je le sens, il y a un petit goût, il y a un petit sang quoi. Les gens le savent très très bien. Les gens le savent très très bien. Ce avec quoi, par contre, les gens peuvent avoir un problème, ce n'est pas que les gens mangent halal, c'est que ce qu'ils jugent contraire à l'universalisme racialisé français, comme tu dis, ce n'est pas de manger halal, mais c'est d'imposer à la collectivité une coutume culinaire au nom du fait que ça ne changerait rien pour certains et que ce serait mieux pour d'autres. C'est la revendication politique derrière le halal qui dérange des gens, pas la consommation de l'aliment en tant que tel. Alors bien sûr, attention, qu'il y en a des cons de fachos primaires qui vont te dire non, halal, c'est pas français, etc. Oui, mais de là à nous sortir ta phrase qui dit clairement que l'opinion majoritaire française sait qu'il existe une incompatibilité fondamentale et inaliénable entre le halal et la francité, c'est absolument sidérant. Ce qui est vrai, par contre, je pense que là, quand même, c'est une nouvelle pour personne. C'est que, effectivement, certains produits halal ne sont pas compatibles, non pas avec la francité, mais avec la tradition culturelle, gastronomique française. Oui. Tout simplement parce que une choucroute à base de saucisson régalal à la pistache, c'est dégueulasse. Voilà. Mais juste pour ça, hein, parce que ce n'est pas possible. De la même manière que ceux qui sont des véganes ne s'inscrivent pas dans la tradition culinaire française, qui est quand même une tradition culinaire de viandard. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas français, non de non. Ça veut juste dire que leurs habitudes alimentaires ne s'inscrivent pas dans la tradition stricte et le respect strict de la tradition culinaire française telle qu'elle est actée grosso merdo depuis le Moyen-Âge. Effectivement. Effectivement. Alors j'ai rien contre le saucisson régalal, attention à la pistache, au cas où il y ait des amateurs. Mais
ça peut rendre certaines personnes de droite. Attention, c'est ça le vrai danger du saucisson régalé à la pistache. Je parle souvent du modérateur, qui sera à la régie très bientôt pour les prochains lives et qui sera présent là. Lui, c'est un vrai. C'est une vraie chance pour la France. Julien Drey, il avait le poster dans les chiottes et tout. Il a vraiment grandi, banlieue, hip-hop, Harlem Désir, Jack Lang, touche pas à mon pote, tout. Mais vraiment, il avait tout le package. Il a basculé à cause de ça. L'histoire est vraie, hein. Il m'a dit, voilà, un jour, je suis rentré dans une boulangerie et j'ai demandé à un Parisien de dire jambon et mental. Le mec m'a servi un sandwich, saucisson halal à la pistache, vache qui rit. Il est sorti de cette boulangerie. Il était toujours arabe, mais il était de droite. Terminé. Voilà. Il peut y avoir un lien de congruence, mais il faut abuser très fortement, si tu veux. Donc encore une fois, la meuf confond ouvertement tout. Elle confond habitudes alimentaires qui regardent chacun et revendication de l'imposition de ces habitudes alimentaires à la collectivité. De la même manière qu'elle confond volontairement et ouvertement le fait de respecter une tradition culinaire dans son aspect le plus strict et traditionnel avec la francité. Quoi, la plupart des gens pensent qu'on peut très bien ne pas forcément consommer comme on consommait au Moyen-Âge et effectivement être français. Oui, mais je commence vraiment à en avoir marre, quoi, de ces gens qui, avec notre fric, parce que c'est ça, elle est payée par tes impôts, parce qu'elle est au CNRS, pour faire des conférences en anglais, pour expliquer au monde entier que t'es un putain de facho. Qu'on est des putains de fachos. Et ça, c'est vraiment, mais au bout d'un moment, c'est insupportable à entendre, quoi. Mais en soi, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Yet the boundaries of whiteness are policed through daily food encounters. For example, the eating practices of peoples whose racial status is ambivalent, such as Arabs, Maghrebis, and Jews before them. Attendez, en fait, il y a un moment, moi, les points inclusifs, je suis pas contre, mais il y a un moment, est-ce que t'as vu la gueule de cette phrase? Excuse-moi, hein, mais les maghrébins.ne.nes et les juifs.veuve.s avant eux-le. Il y a un moment, quand en métro, si tu veux, ça finit par poser un problème de compréhension. Are scrutinized for conformity with white norms. A familiar strategy for them to act white is to eat French, most typically by consuming pork. Elle est sérieuse? Attends, elle est vraiment en train de dire que les Arabes, en France, sont obligés de mettre en place, enfin les musulmans, sont obligés de mettre en place des stratégies pour essayer de s'intégrer le mieux possible, qui consistent à manger français et donc à manger du porc. Elle est en train de dire qu'il y a des musulmans en France qui, histoire de passer pour des Français, mangent du porc. T'es folle alliée? Ou comment ça se passe, cocotte? Je t'appelle cocotte, parce que je sens que toi aussi ça doit t'énerver. Tu penses vraiment ça? Non mais même la génération des années 60, parfaitement intégrée en France, ne mangeait pas de porc en fait. Ceux qui buvaient, tu sais, les darons, un petit verre de vin à table. Le porc est quand même resté un interdit respecté par la quasi-totalité des musulmans de France, et même par des gens qui sont pas musulmans et qui sont de culture arabe. Elle est en train de nous dire qu'il y a des pauvres musulmans en France qui sont contraints de manger du porc pour pouvoir s'intégrer à la République. Parce que c'est bien évidemment connu que si on les voit en terrasse d'un café en train de manger un croque-monsieur, Jean Faf, quand il va passer, il va dire « Oh super, venez faire un selfie avec moi, vous êtes intégré, monsieur. Vous avez vu l'arabe? Il mange du cochon, il est bien lui, on le met sur la liste des gens à garder. » Tu crois vraiment? Mais elle est folle. Elle est starbrouille. Elle est tarbelée. What role does law play in all of this? I'll give you two legal examples. The first is the regulation of school lunches, de cantine, which were established in the 19th century to fight depopulation. But a racialized and eugenic discourse was used to justify them. Today, by law, cantines are subject to the principle of neutrality, which is understood as exempting schools from having to accommodate dietary requests based on identity differences. Pourquoi elle prononce cantine en français, mais elle dit France dans comme une américanoïde primaire? Oui, c'est très bizarre. Parce que je pense que si elle avait dit cantina, en fait, le ricain moyen, il aurait pu croire que c'était Star Wars. Mais il aurait pensé extraterrestre.
The second example is citizenship law. Who gets to be a French citizen? In colonial times, in theory, whiteness was not required for citizenship, but in practice, evidence of white performance could be decisive. Colonial administrators paid attention to applicants' way of life, including their eating practices. Did they eat rice or bread? Did they eat on the floor or at the dinner table? En fait, c'est du perdant-perdant. Parce que soit il y a une situation de discrimination contemporaine, dans quel cas elle va l'utiliser, mais vu qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas. Les services d'immigration en France ne demandent pas aux gens s'ils mangent par terre aujourd'hui pour les faire rentrer sur le territoire. Mais c'est pas grave, il y a le miroir magique, il y a le combo ultime, c'est-à-dire ah oui, mais il y a 2 siècles c'était pas comme ça. Et alors? Putain, mais c'est incroyable ces gens, parce qu'en fait, soit il y a une situation de discrimination réelle aujourd'hui, et à ce moment-là, ça valide leur truc, soit il n'y en a pas, ils te disent, bah ouais, mais à l'époque de la colonisation, c'était le cas. Mais on en a rien à foutre qu'à l'époque de la colonisation, c'était le cas. Ça n'a absolument aucun intérêt, ce qu'elle est en train de raconter, cette dame. C'est complètement con et sidérant. Je suis un petit peu énervé. Je suis un petit peu remonté. Je suis un petit peu remonté parce que c'est mon fric qui finance ce truc et le vôtre accessoirement. Mais Officially today, immigration bureaucrats no longer consider racial performance. However, the requirement that applicants for naturalization demonstrate their Republican integration into French society has been applied racially, in particular to exclude Muslims. For example, some courts have considered whether female applicants grocery shop on their own or with their husbands, and whether they practice gender segregation at the dinner table. Mais c'est incroyablement raciste ce qu'elle dit. Elle est en train de te dire que les questions qui sont posées aujourd'hui aux immigrés sont faites spécifiquement pour stigmatiser les musulmans. Parce qu'on leur demande si les femmes ont le droit de sortir faire leurs courses seules, c'est-à-dire ont le droit de vivre en gros, ou si elles ont le droit de manger à table comme les autres. Et pourquoi tu es en train de dire que c'est des pratiques qui sont spécifiques aux populations musulmanes? C'est ça que tu es en train de dire? Non, non, coconne, ça c'est l'argument d'Aurélien Taché, ça. C'est de dire, regardez, c'est le droit à la liberté de chacun. Non, Aurélien Taché, si on demande aux gens, si on demande à des gens, est-ce que votre femme a le droit de sortir dans la rue et est-ce qu'elle mange par terre ou qu'elle mange à table avec vous, c'est pas pour faire chier spécifiquement des gens, c'est parce que c'est contraire à l'égalitarisme républicain français, en fait. Mais là, elle est en train de dire que ces questions... Si demain le mec il arrive, il dit bonjour, je suis bouddhiste, moi je pense que la place de la femme c'est à la cuisine et interdiction qu'elle sorte seule, il sera boulé pareil en fait. C'est toi qui définis de façon arbitraire que c'est plus spécifiquement propre aux populations musulmanes. Ah bon? Bah alors à ce moment-là, faut s'inscrire vite dans la liste de campagne d'Éric Zemmour, hein, parce qu'il y a de la place à prendre là. Et le plus ouf, c'est qu'il y a une manipulation volontaire dans les sous-titres. Parce que regardez comment c'est traduit. C'est traduit, c'est sous-titré par l'administration demande aux postulantes musulmanes si elles mangent dans la cuisine ou si elles ont le droit de faire les courses avec leur mari, etc. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle ne dit pas Muslim applicants. Elle dit female applicants. Écoutez bien. For example, some courts have considered whether female applicants grocery shop on their own or with their husbands. Et la différence est énorme. Parce que, justement, quand tu remplaces female par musulmane, ça induit dans la tête de l'auditeur que l'administration française demande uniquement et spécifiquement aux femmes musulmanes si elles sont soumises à des régimes de discrimination. Alors qu'en fait, non, non, pas du tout. L'administration demande à toutes les femmes un certain nombre de questions. Et donc du coup, je pense que la personne qui a fait les sous-titres savait que ce que disait la nana était en fait raciste. Parce que quand elle dit « ça discrimine de facto les musulmans quand on demande aux femmes si elles sont discriminées de façon patriarcale », parce que ça sous-entendrait que c'est spécifique à l'islam, et elle corrige cet excès de racisme de la nana par, ou il, je ne sais pas qui a fait les sous-titres, par des sous-titres trompeurs, tronqués, qui ne sont pas ce que dit la personne, pour donner l'impression par un procédé de manipulation que c'est spécifiquement les musulmans qui sont visés. La personne qui a fait ça dans les sous-titres l'a fait volontairement. Donc en plus du racisme de la meuf, tu as une volonté de manipulation pour pousser à l'attention communautaire de la part de la personne qui a fait les sous-titres. Il faudrait savoir qui est cette personne. Parce que je pense que cette personne, si elle bosse à Sciences Po, mérite de se prendre un blâme sévère dans la gueule. To conclude, current laws marginalize racial and ethnic minorities through the elevation of white French eating culture as the high status, legally protected way of eating. But this is not just an issue in France. Effectivement, elle a raison sur un point.
elle a, à la fin, sa dernière phrase est effectivement juste. Ce n'est pas un comportement qui est propre à la cuisine française. Donc maintenant, ce que je te conseille, c'est de faire tes petites valises et d'aller donner des leçons au monde entier. Parce que tu veux, l'autre grande gastronomie du monde avec la gastronomie française, c'est la gastronomie japonaise. Donc ce que je te propose, c'est d'aller au Japon, d'ouvrir ta petite caméra et d'aller faire « Oh Ching Chong là, les sushis là, il faut arrêter maintenant, c'est systémique ça, d'accord? Donc c'est terminé. Merguez pour tout le monde, d'accord? Parce que ça va bien en 2 minutes. Pour mon paiement là, pour la conférence, c'est déjà terminé. Voilà, c'est le 5 du mois. Voilà, merci, namasté. Voilà, j'en ai rien à foutre. Non, va faire ça. On va voir. À mon avis, ça va finir en mode ça peut mal finir. Il y a un petit risque que ça finisse en mode Bushido pour ta gueule. Mais essaye. Vas-y, va leur expliquer. Et il y a bien sûr la cuisine italienne. Va leur expliquer aux Italiens que les carbonara c'est fini parce que c'est systémique. Pourquoi en anglais? Parce que c'est la langue du progrès, c'est la langue de l'universalisme. Parce que tu sais, pour ces gens-là, c'est très très important de montrer au plus de monde possible que nous sommes un sale pays de fachos. C'est comme quand notre ami Rokhaya va faire ses conférences subventionnées par les loups-gris d'Erdogan, elle les fait en anglais. Parce que c'est très très important que le maximum de monde sache qu'on est un horrible pays. Peut-être parce que ces gens-là aussi pensent que le prolo français ne parle pas anglais en 2022 et qu'ils se disent que les plus grosses saloperies, qu'ils disent toujours en anglais d'ailleurs, peut-être, allez, on va pas se faire cramer. Ouais, non, mais c'est ça, faut qu'on chiale parce que les gens, ils sont obligés de bouffer la meilleure gastronomie du monde. Bon, c'était un peu chauvin, mais une des meilleures, quoi. Les pauvres, c'est tellement difficile. Il y a beaucoup de gens, je vois dans le chat, qui parlent des élections. Écoutez, que vous dire sur ces élections? Que vous dire? Il y a plein de choses à retenir. Premièrement, alors là, tu sais, regarde, Jean Pigiste, journaliste à BFM, je vais te la faire, parce qu'en plus, elle est vraie, mais le vrai vainqueur des élections aujourd'hui, c'est le parti de l'abstention. Bien évidemment, Madame Elkrief. Ben oui, score d'abstention absolument gigantesque, mais nos politiciens savent pourquoi. Enfin, en tout cas, François de Rugy sait pourquoi, il a expliqué. Moi, je crois qu'il faut quand même dire les choses, franchement, il y a un problème d'éducation, parce qu'un tel je m'en foutisme autour des élections, ou alors on dit que la démocratie, c'est un self-service. On y va quand on en a envie et quand on en a besoin. Et dis-moi, FDP, dans ton self-service, il y a du homard ou comment ça se passe? Non, parce que, alors, en plus, filer la métaphore du self-service, alors tu t'es fait pincer les doigts dans le cul des langoustines il n'y a pas longtemps, c'est quand même osé celle-là. Hein. Faut oser la faire. Hein. C'est, comment tu dis, c'est un vrai problème d'éducation et de je m'en foutisme. Ah oui, c'est vrai. Il y a un problème d'éducation et de je m'en foutisme. De ta part et de celle de tes copains. Mais c'est vrai que là-dessus, il a pas tort. Alors, moi, je me félicite pas. Je me félicite pas de l'abstention parce que je me félicite de rien. Si tu veux, je suis pas solidaire de ce truc-là, j'en ai rien à foutre. Mais ça va de toute façon se retourner contre nous. Et le discours, il est en train d'être construit. Parce que, au final, les gens vont boycotter de plus en plus ces élections-là. Mais est-ce que ce ne serait pas tendre le bâton à nos élites pour accélérer la sortie de la démocratie de notre pays? Parce que, effectivement, comme le dit Mélenchon, il a raison sur ce point-là, quand tu as 20% des gens qui vont voter, est-ce qu'on peut encore parler de démocratie? Sauf que récupéré par des gens au pouvoir, ça pourrait dire « Ah ouais, mais alors attendez, vu que la démocratie ne rime à rien, à quoi ça sert ?» Tu comprends le truc? Ce serait super vicelard, mais ils en sont capables de le dire « Ah bah vu que les gens vont pas voter, bon bah ça veut bel et bien dire que finalement le vote n'est plus très très déterminant puisqu'il n'a plus grand-chose de démocratique. » C'est aussi le risque. Deuxième enseignement, les sondages se sont tous plantés. Hein. Encore une fois, c'est absolument merveilleux. Ils se sont tous plantés. Ils ont tous sous-coté le Rassemblement National entre 5 et 10 points à chaque fois. Ce qui est quand même assez sidérant parce que le RN fait un score déplorable, mais même en faisant un score déplorable, c'est encore sous-coté de 10 points par rapport aux prévisions que faisaient les médias. Donc en fait, vous pensez qu'ils allaient faire quoi? Qu'ils allaient faire 2? Ou je veux dire, je comprends pas en fait le truc. Vous avez toujours pas compris ce qui est en train de se passer dans ce pays. Vous n'êtes toujours pas sorti des studios de BFM en fait. Vous n'avez toujours pas le double des clés. Vous êtes enfermés, je veux dire, on vous empêche de sortir parce qu'à un moment, il faut le dire. Hein, vous pouvez faire comme Britney Spears et nous faire des signes dans les vidéos pour qu'on vienne vous chercher. Christophe Barbier, si t'es pas là de ton plein gré, il faut nous le dire. Hein. On pourrait comprendre que c'est pas volontaire. Il faut nous envoyer des petits signes parce que là, c'est quand même chaud. Troisième enseignement LREM à 7%.
C'est normal, les gars. LREM vient peut-être de comprendre qu'insulter les Français pendant une semaine entre les deux tours, en les traitant de malpolis, je m'en foutistes, démagos et populistes, n'était peut-être pas la meilleure stratégie pour les amener à voter pour eux. Merde! Ils sont en train de comprendre que quand tu dis à un mec fils de pute, il n'est pas immédiatement pris d'un élan de sympathie à ton endroit. Ils sont en train de découvrir ce truc. Fin de mandat, c'est pas mal de le réaliser quand même. Ça aurait été pas mal qu'ils le fassent au départ, ça nous aurait peut-être changé 2-3 trucs. Et puis, quatrième truc, l'énorme succès de la droite dite républicaine et là aussi de la gauche, entre guillemets, qui est explicable pour plusieurs raisons. Déjà parce que, il y a peut-être effectivement une image de compétence propre à la droite qui est vue dans des élections qui sont très du domaine de la gestion du quotidien ou de la gestion de proximité plus expérimentée que le Rassemblement national. Et puis, ce qui peut s'expliquer aussi pour le succès relatif de la gauche, c'est que là, ils ont combiné fusion potala et danse, quoi. Ils sont mis à 40. Tous les partis de gauche ont fusionné pour arriver à 35. Effectivement, oui. Mais leur reboot des Power Rangers, ils commencent à avoir une gueule chelou, parce que, excusez-moi, mais je vois pas en quoi il y a à se féliciter de réussir en s'alliant tous à être à 35%, parce que je vous rappelle que les Républicains ne sont qu'une des émanations de la droite. Normalement, le Parti Socialiste devrait, dans des élections régionales, faire plus à lui tout seul que la droite. Hein. Normalement, c'est ce qui se passe en France. Là, ils sont obligés de s'allier à tout le monde. Ils sont obligés de s'allier à tout le monde, et à peine ils ont réussi à faire un score qui ne reflète rien, qui commence déjà à s'y croire. Olivier Faure, c'est n'importe quoi. Olivier Faure qui nous a expliqué pendant des mois, parce qu'il était humble, Olivier Faure, qu'il fallait surtout pas taper sur les écologistes, il fallait surtout pas taper sur Mélenchon, qu'il fallait bien évidemment s'entendre avec tout le monde, parce qu'il fallait faire front commun. Le lendemain des résultats des élections, Olivier Faure, il arrive et il te dit, aujourd'hui, les enseignements de cette élection, c'est que Europe Écologie Les Verts est incapable de gouverner, et que l'avenir de la gauche, c'est le Parti Socialiste. Au revoir Méluche. Parce que, effectivement, pour des raisons historiques, l'étiquette qui arrive en règle générale en tête d'affiche du poster, c'est l'étiquette PS. Mais t'y as cru encore? Parce qu'ils sont absolument merveilleux. C'est exactement comme je vois la droite qui est en train de se gausser en disant aujourd'hui, c'est officiel, la droite est le premier parti de France. Non, c'est le premier parti des vieux. Il n'y a que eux qui sont allés voter, mec. Il n'y a que ça. Hein. Je dis mec parce que c'est essentiellement Jacob qui nous a sorti cette connerie. Mais et ils sont tous en train de nous dire, regardez, ça prouve que les Français ne veulent pas du duel Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Il y a vraiment encore des politiciens de métier. Bon, je pourrais arrêter la phrase là, parce qu'en fait, en soi, c'est un problème. Mais il y a encore des politiciens de métier qui essaient de nous faire croire qu'ils croient, ou alors qu'ils croient vraiment, et là c'est problématique, que les élections régionales et départementales ont quelque chose à voir avec les élections présidentielles. Donc, pourquoi le RN et la France Insoumise, c'est une catastrophe dans ces élections? Pour des raisons qui sont extrêmement simples. Parce que une grande partie de l'électorat du RN et de la France Insoumise sont des déçus de la politique. C'est-à-dire des gens qui ne croient plus véritablement au bien fondé ou au caractère démocratique de ces élections. Et donc qui ne vont pas voter à ces élections intermédiaires. Il faut reprendre le livre sur les antifas dont je vous parlais. Un militant politique, intelligent, pas qui est tombé dans... Il n'y a qu'une seule bonne méthode pour changer les choses. Il fait une hiérarchie, il fait une petite liste des façons dont il peut changer les choses. Un centriste, au sens global, je prends droite républicaine, PS... il va croire que la meilleure façon de faire le changement, c'est les présidentielles. Puis ensuite, c'est les élections régionales, puis départementales, puis municipales, puis les initiatives de quartier. Puis son échelle de valeur, de choses auxquelles il accorde du crédit pour faire changer les choses, n'est pas la même que celle d'un électeur du Rassemblement national ou de la France Insoumise. Pour qui déjà, il va avoir la possibilité peut-être de la révolte armée. Puis ensuite, peut-être pour certains, surtout à droite, du séparatisme communautaire. Et institutionnalisé dans des régions particulières où les mecs se mettent entre blancs. Puis ensuite, il va y avoir peut-être aussi les ateliers constituants. Puis ensuite, il va peut-être y avoir les initiatives de lobbying. Et puis ensuite, il va peut-être y avoir les élections présidentielles. Mais sur lesquelles déjà, ils sont habitués à se prendre des plafonds de verre à la gueule ou à échouer à ça du podium à chaque fois pour la gauche, donc, pour la FI. Donc, ils ont commencé à se faire une raison que c'était pas leur meilleur moyen. Mais alors, les régionales et les départementales, en quoi ils y croient? Non, il n'y a que deux leçons à tirer de ça. C'est que, 1, la colère
ne mobilise pas au régional, parce que, encore une fois, la colère souhaite en premier lieu des changements radicaux. Et élire Xavier Bertrand à la tête de la région avec sa tête de vendeur d'alarme, ce n'est pas un acte révolutionnaire, ni un changement radical. Et deuxièmement, parce que, contrairement à ce que disent nos politiciens qui ont encore fait preuve d'une arrogance de classe inouïe, les gens n'en ont pas marre de voter François de Rugy. Ils en ont marre d'élire. Parce qu'il y a une différence entre voter et élire, particulièrement dans notre pays. Et ça, les gens ont remarqué. Et si vous voulez commencer à pousser les gens à aller voter, il va falloir que vous commenciez à répondre aux 3 questions que ces gens vous posent en permanence depuis 20 ans et auxquelles vous ne répondez pas. Qui sont petit 1, comment se fait-il que dans un système que l'on qualifie volontiers de démocratique, on ne puisse donner son avis que sur une petite quantité de choix qui nous sont proposés? Deuxièmement, pourquoi est-ce que le vote stratégique ou vote du moins pire, qui devait être une exception et qui était une exception, est devenu la règle pour 80% des votants en France? Emmanuel Macron, 17%, de vrais macronistes qui sont derrière. Et troisièmement, pourquoi n'existe-t-il pas des moyens constitutionnels d'exprimer son opposition de façon concrète ou de participer aux lois? Quand vous aurez répondu à ces questions-là, les gens s'intéresseront peut-être au vote, mais les gens ont l'impression qu'ils élisent, c'est-à-dire qu'ils vous donnent une légitimité pour trahir leurs paroles et parler en votre nom. Ils ne votent pas, ils élisent. Il faut notre manière de décider en groupe, à l'échelle de la France aujourd'hui, elle est d'une faiblesse inouïe. Parce qu'il y a un vrai problème de non-représentativité, à la fois des représentants et de leur avis. Ça, depuis la Constitution, le vote sur la Constitution européenne, on l'a vu. Mais le processus de vote aujourd'hui, il est influencé par trop de choses. Il est influencé par le type de scrutin. Est-ce qu'il est uninominal? Est-ce qu'il est plurinominal? Est-ce qu'il est à préférence multiple? Il est influencé par le système électoral que tu choisis, il est influencé par les médias, et ça, il va falloir qu'on commence à le comprendre, à tel point que moi, j'ai théorisé le fait que ça nous avait sorti de l'état de démocratie. Voilà. Les défaites, elles s'expliquent aussi. Marine Le Pen, un peu comme Macron, elle n'a pas insulté ses électeurs, mais elle leur a fait la morale. On aurait dit une instite de Provence, c'était affreux. Hein. Oh là là, mais c'est pas bien de pas aller voter maintenant. Hein, il faut se ressaisir, les enfants. Elle aussi, elle n'a pas compris que faire la morale à ses électeurs n'était pas forcément la meilleure façon de les amener à voter au 2e tour. Et puis il y a aussi quelque chose qui était peut-être pas la meilleure façon de pousser les gens à voter pour le RN, c'était de proposer des trucs qui sont irréalisables, parce qu'on est quand même arrivé à des niveaux de je m'en foutisme qui sont quand même hallucinants. On reproche au Rassemblement National d'utiliser les régions uniquement comme faire valoir en vue des présidentielles en n'ayant pas grand chose à foutre. Ça c'est quand même un peu démontré. Quand t'as Jordan Bardella qui déboule et qui te dit nous allons allouer tant pour la sécurité et faire de la sécurité à l'échelle de la région notre priorité, bien que ce ne soit pas une prérogative des régions. Nous ferons de la sécurité une priorité de l'action régionale, même si ce n'est pas dans les compétences, parce qu'il y a urgence. C'est-à-dire que le mec est en train de te dire on va faire un truc, par contre on pourra pas le faire, c'est qu'il se fout de ta gueule, en vrai, si tu veux. Le degré de je m'en foutisme est quand même assez colossal. Avant, et il y en a même eu un après, avec le magnifique je m'en foutisme de Jean Messia, qui n'est plus au RN en tant que tel, mais qui allait nous expliquer quand il y a une émission sur les régionales, et lui ce qui le préoccupe c'est son compte Twitter parce qu'il a fermé. Magnifique mème de Pascal Pro. Ça marche pas du tout le Rassemblement National. Non, mais c'est pas ça qui me préoccupe, c'est le verrouillage de mon compte Twitter pendant 7 jours. Hein. Donc je voudrais vous en informer parce que c'est un verrouillage arbitraire. Je suis d'accord, mais vous parlerez de votre cas. Non, mais non. Franchement, l'essentiel c'est les régionales. Pardonnez-moi, mais on se fiche que votre compte Twitter soit verrouillé pour le moment, en tout cas. Ça, il a été modéré, Pascal, mais dans sa tête, ça se voit qu'il avait envie de s'énerver un peu plus, je pense. Non, mais c'est pas ça qui me préoccupe, c'est le verrouillage de mon compte Twitter pendant 7 jours. Hein. Donc je voudrais vous en informer, parce que c'est un verrouillage arbitraire. On s'en bat les couilles! Et puis pour la France insoumise, alors là aussi on va prendre des précautions, parce qu'encore une fois il n'y a pas de corrélation particulièrement pour ces partis-là entre les élections régionales et les élections présidentielles, mais il y a quand même une tendance qui est quand même à la baisse, parce que 4.2 quand même, 4.2. Donc il va falloir quand même se poser des questions,
17 au présidentiel, 6 au municipal, 4,2 au régional. C'est... Il y a des tendances que tu peux dessiner. C'est pas une conclusion, ils feront beaucoup plus au présidentiel. Mais je pense pas qu'ils feront 10. Mais Marianne a sorti un article assez intéressant, quand tu enlèves leur anti-mélenchonisme souvent primaire. Si tu prends les 20 villes qui ont été les plus abstentionnistes au premier tour des régionales, t'en as 16 parmi ces 20-là qui avaient placé Jean-Luc Mélenchon en tête aux dernières élections présidentielles. Ça montre encore une fois quelque chose, une tendance globale entre l'abstentionnisme et l'électorat de Mélenchon, l'abstentionnisme et l'électorat de Marine Le Pen, parce que je pense qu'on pourrait aussi obtenir des stats pas très éloignés pour le Rassemblement National, mais qui obtient quand même un score largement supérieur à celui de la France Insoumise. La seule qui gagne, c'est Estelle Redpil. Elle éclate tout le monde. Oh, j'ai vu un message d'Estelle Redpil. Qu'est-ce qu'elle a dit? Attends, je l'ai screené ce truc. C'est incroyable. C'est triste, mais seuls les coups réveillent les Français. Donc j'en déduis qu'il n'y a que le réveil à coups de poing qui marche. La France est un peuple d'endormis, et si on ne vient pas les frapper à domicile, rien ne se passe. Le problème de la France, c'est les Français. Donc si je résume, la meuf, elle a une gueule de métèque, comme moi, hein, c'est pas une insulte. Un prénom à consonance étrangère. Elle pense que la France est un peuple, les Français sont un peuple de soumis, que le problème de ce pays, ce sont les Français, et qu'au nom de ça, ça justifie moralement qu'on ait le droit de les frapper. Et que c'est même une bonne chose. Donc en fait, l'évolution ultime du Pokémon Fafette, c'est chance pour la France. J'arrive pas à saisir le concept. C'est-à-dire que les ethno-racialistes 3.0, en fait, ils pensent qu'il faut tabasser les Français. Je n'arrive plus à comprendre. Je n'ai pas capté. Je pense pas qu'elle ait capté non plus. Mais là, elle m'a lâché. Elle m'avait jamais aggro, hein. Mais elle m'a lâché là. Merci à Monsieur Triforcien. Si on fait un classement des plus belles journalistes françaises, Élise Lucet, 2 sur 10. Mais dans le top 3 des journalistes de droite, Sonia Mabrouk, en vrai, elle est 8 sur 10. Ah, je pense que t'as un biais. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de droitards qui disent Sonia Mabrouk, elle est 8 sur 10, parce qu'en fait, elle est de droite. Mais je suis sûr qu'elle défendrait un logiciel gauchiste indigéniste, vous diriez qu'elle est moche comme un doigt de pied. Moi, je pense que vous n'êtes pas objectif. C'est comme Mila, quand je vois tous les droitards qui disent super belle femme. Ouais, ça reste une EJW aux cheveux bleus. Hein. Moi, je pense que si elle faisait des vidéos sur l'inclusivité, vous seriez là aussi en train de dire qu'elle a le charisme d'une saucisse de morteau. Hein. Moi, je pense que vous n'êtes pas, Monsieur Triforcien, très honnête. Je me permets de vous le dire, Monsieur Triforcien. Merci à Mulonge pour ton don. Un avis sur la théorie du pot de cornichon de notre chère Marlène. Ah, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Un grand ministre qualifie l'autre de traître. Elisabeth Martichoux, comme je vous dis, C'est la vie, vous dites? C'est la vie. en échange de 2 phrases supposées rapportées dans la presse entre 2 miss, pardon, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Ah, c'est à ce moment que nous déroulons le tapis de la démagogie. Il y a des gens qui ce soir rentrent chez eux et doivent annoncer à leurs enfants qu'ils ont été licenciés, qu'ils n'ont plus de travail. Il y a des gens qui sont gravement malades, il y a encore 10 000 personnes qui ont le Covid et qui sont à l'hôpital. Donc les responsables politiques qui se lamentent sur leur sort en disant « Bouh, je vais pas être élu, bouh, je vais pas être réélu, la vie politique est vraiment dure, etc. » Ça va quoi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Oh là, ça va quoi? Ça va quoi? L'analyse du propos rapporté, franchement, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des femmes qui sont en ce moment battues par leur conjoint, qui veulent déposer plainte. Il s'est trouvé quand même un Il y a des ministre. gens malades. Enfin, C'est quand même trop. Non mais là on est à un niveau de démagogie qui n'existe pas. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont le Covid, il y a des gens qui doivent annoncer à leurs proches qu'ils ont perdu leur travail. Et en plus de ça, en se faisant taper, parce qu'il y a des femmes en ce moment, monsieur, en ce moment. Eh ben tu feras bien de te bouger le cul de ton plateau et de t'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit avec Emmanuel Macron qu'on allait mettre de la bienveillance dans la vie politique et qu'on allait changer les manières de faire. C'est la théorie du pot de cornichon. Si vous prenez une fraise et que vous la mettez dans un pot de cornichon, au bout de 48 heures, elle a un goût de cornichon. Nous sommes le 29 juin 2021, il est 15h09. Je suis au chômage. Donc elle vient de comparer l'REM à une fraise, en nous disant que si on la mettait dans un pot de cornichon,
Elle a... Je ne peux pas commenter quelque chose que je n'ai pas compris. Effectivement, visiblement, il y a l'air de l'avoir de la solidarité gouvernementale, parce que visiblement, Emmanuel Macron au moins fait tourner le numéro de son dealer à Marlène. Ça, visiblement, c'est la même coke. Hein. C'est les mêmes... la poudre de perlimpinpin. C'est pareil que le cornichon. Hein. A few moments later. Donc, moi, je comprends pas. Là, je suis désolé, je suis perdu. Je suis perdu avec vos histoires de couvercle là. Donc vous êtes une fraise dans un pot de cornichon. Bah écoutez, ouais, je suis d'accord. Mais moi, ce que je vous propose, c'est à ce moment-là, on ferme le bocal. Voilà, vos gueules avec et on balance. Parce que moi, je pense que c'est la métaphore du pot qui est très intéressante. C'est effectivement. Vous êtes. Je peux pas. Je sais pas. J'ai vraiment pas compris cette histoire. C'est peut-être qu'effectivement, oui. Alors, vous comparez à des fraises, ça je veux bien. Vous êtes totalement aux fraises. Mais pourquoi le cornichon? C'est ça. Je comprends pas. Le bocal doit représenter l'urne et les cornichons, les non inscrits sur des bulletins de vote. Peut-être. Mais du coup, quand même, quel est le sens de cette métaphore? Vous êtes en train de vous apercevoir, parce qu'on va finir là-dessus, parce que je vais aller monter et tout, parce que j'ai de la matière à rajouter déjà, on finit sur tenter de comprendre Marlène Schiappa. Je crois qu'on va arrêter là d'essayer de comprendre, parce que je pense que c'est Lovecraftien. Il faut pas. La clé du truc, c'est qu'il faut pas essayer de comprendre. Parce que si tu comprends, tu peux perdre de la santé mentale. Il faut pas essayer de comprendre ce qu'elle raconte. C'est non euclidien en fait. Il y a un truc. On va se faire attaquer par des dingalous là. On va se faire bouffer par des clébards. C'est pas bon ça. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Merci à tous d'avoir été là. Merci Cognac Jet. À vous les studios.